Bienvenue à Naturally par Josée, un balado sur la santé et le bien-être. Je suis votre hôte, Josée Fortin. Dans notre dernier épisode, nous sommes allés à la découverte de cette multitude de micro-organismes qui travaillent en synergie avec nous pour aider à maintenir l'homéostasie de notre corps. Nous avons vu tous les rôles qui ont pu leur être attribués au niveau de notre santé jusqu'ici et l'importance de garder leur population en équilibre. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment maintenir un bon équilibre dans tout ceci. Le microbiote qui nous habite est dynamique et peut être modifié par une panoplie de facteurs, tels notre alimentation, les produits de soins corporels que nous utilisons, notre style de vie, la prise de médicaments et particulièrement un changement de pH. Ces changements peuvent être la cause de l'apparition de plusieurs problèmes de santé. Nous allons donc voir quels outils sont à notre disposition pour aider à atteindre l'homéostasie, mais aussi les méthodes de prévention pouvant être utilisées pour minimiser les risques de dérapage. Lors de la grossesse, le bébé est dans la poche amniotique qui est un environnement stérile sans micro-organismes. C'est lors de la rupture de cette poche d'eau que le bébé commence à être exposé au microbiote de sa mère. Il est alors particulièrement important que les mères enceintes maintiennent un bon environnement pour des micro-organismes bénéfiques. Si l'accouchement est par voie vaginale, le bébé reçoit une bonne dose de ces micro-organismes par contact. Cependant, un accouchement par césarienne contourne complètement cet échange. Il est alors important d'en être conscient et de compenser en assurant que le bébé reçoit des bactéries de d'autres façons. Le contact peau à peau aide aussi au transfert de bactéries. Beaucoup d'études regardent l'importance du contact humain dans les premières années de vie sur la santé mentale, mais la plupart ne prennent pas en considération cet échange de micro-organismes qui se font par la peau. Les jeunes enfants ont particulièrement besoin de contact humain car ça prend environ 2 ans avant que leur système immunitaire se développe complètement et un manque de biodiversité des micro-organismes avec lesquels ils viennent en contact peut être particulièrement néfaste à l'établissement d'un bon système immunitaire. L'allaitement maternel demeure cependant la source la plus importante de micro-organismes et la façon la plus efficace de les implanter dans le corps les premiers mois de vie. Ça permet une transmission plus variée des différentes souches de bactéries et le lait maternel apporte également des oligosaccharides, des substances prébiotiques qui favorisent leur implantation dans le tube digestif. Il est démontré que le microbiote des bébés allaités est très similaire au microbiote retrouvé dans le lait maternel, alors que chez les bébés nourris au biberon, la biodiversité des micro-organismes dans leur intestin est beaucoup moins grande, ce qui affecte le développement de leur système immunitaire. Il est fortement recommandé d'allaiter les bébés exclusivement jusqu'à l'âge de 6 mois, si possible, et maintenir l'allaitement au moins 1 an. Idéalement, l'allaitement devrait même se poursuivre durant les 2 premières années de vie des enfants pour apporter un support durant le développement de leur système immunitaire. On disait plutôt que ça prend 2 ans avant que leur système immunitaire vienne à maturité, donc c'est bien de pouvoir les supporter lors de son développement. Il a été noté que la composition en bactéries évolue au cours de l'allaitement et récemment, des études ont démontré que plus l'allaitement se poursuit et plus le lait maternel contiendrait des bactéries pouvant produire des substances qui pourraient jouer un rôle de protection contre les toxines et les substances polluantes. Ces bactéries semblent particulièrement protéger la paroi intestinale et auraient des effets bénéfiques sur la santé à long terme, notamment une protection contre les allergies, car il y aurait une réduction importante des risques de développer un intestin perméable ou également appelé un intestin poreux. L'allaitement aurait également le bénéfice de protéger la mère de la dépression et réduire les risques de cancer du sein. Les enfants et adultes qui manipulent la terre et qui ont des animaux de compagnie auraient également une plus grande biodiversité dans leur microbiote, ce qui serait très bénéfique à leur santé. Pour ce qui est des animaux de compagnie, il est facile de comprendre qu'ils sont également les hôtes d'une grande variété de micro-organismes pouvant contribuer à leur santé et qui peuvent être partagés avec les humains qu'ils côtoient.
Il est donc également important de les garder en bonne santé pour favoriser un microbiote sain. Pour ce qui est de manipuler la terre, laisser les enfants jouer dans la terre ou les fermiers et les jardiniers bénéficient grandement de cet échange puisque la terre contient également une très grande quantité de micro-organismes variés. On pourrait en mettre 40 millions au bout d'une épingle. Les bactéries et les champignons aident particulièrement les plantes à mieux absorber les éléments nutritifs contenus dans le sol, ce qui est particulièrement bénéfique pour l'être humain. Les aliments récoltés sont recouverts de micro-organismes. Ces micro-organismes peuvent être intégrés dans notre microbiome par contact direct ou à travers les aliments que nous ingérons. C'est la raison pour laquelle il est fortement recommandé de manger des aliments crus à chaque jour. Nous ne devrions pas manger tout cuit car la chaleur et les méthodes de cuisson utilisées éliminent une bonne partie des micro-organismes bénéfiques. Par conséquent, une partie des aliments que nous ingérons tous les jours devrait être crue. Il a été démontré que non seulement ces aliments étaient plus concentrés en vitamines, minéraux et enzymes, mais ils transportent également des micro-organismes pouvant être très bénéfiques pour nous. Les aliments que nous ingérons devraient également être biologiques, puisqu'un sol biologique exempt d'engrais, de pesticides et d'insecticides chimiques contient un microbiome beaucoup plus varié et en meilleure santé. Il a été démontré qu'un microbiome sain au niveau du sol permet une plus grande variété de minéraux dans les aliments et particulièrement au niveau de la concentration des oligo-éléments, les minéraux que notre corps a besoin en très petite concentration et que les micro-organismes du sol peuvent concentrer dans nos aliments. Par exemple, il y a le zinc, le cuivre, le sélénium, le cobalt et beaucoup d'autres. Les monocultures et les cultures qui utilisent beaucoup d'additifs chimiques, des OGM et du glycophosate, un antibiotique puissant qui détruit le microbiote de la terre, sont beaucoup plus pauvres en oligo-éléments et peuvent être la raison pour laquelle certains se retrouvent en carence d'oligo-éléments spécifiques. Les oligo-éléments sont souvent des catalyseurs, c'est-à-dire des substances qui facilitent ou accélèrent l'activité de beaucoup de nos enzymes. Donc, si on se retrouve en carence, certaines actions ne se produiront pas aussi efficacement dans notre corps, ce qui aura un grand impact sur notre santé. Comme mentionné dans notre épisode précédent, les fibres alimentaires sont la source de nourriture principale de notre microbiome intestinal. Une alimentation variée et particulièrement riche en fibres et en polyphénols aide à assurer une bonne diversité bactérienne et permet la production d'acides gras à chaîne courte qui jouent un rôle très important dans l'action des micro-organismes dans notre santé. Notre microbiote raffole des fibres végétales non digestibles par les enzymes humaines. Les fruits et les légumes en particulier, ainsi que les céréales entières, les légumineuses, les graines et les noix en sont d'excellentes sources. Certains aliments contiennent des fibres qui sont considérées des prébiotiques destinés à nourrir les bactéries, stimuler leur croissance ainsi que favoriser la production de butyrate. Parmi ceux-ci, l'on retrouve la betterave, l'asperge, l'ail, l'oignon, le poireau, l'artichaut, les haricots, les lentilles, la banane verte, l'avoine et la pomme de terre. Les polyphénols ont également un rôle de prébiotique sur les bactéries intestinales. Il a été démontré que la consommation de polyphénols venant des petits fruits, du café, du thé et du vin augmente également la diversité microbienne. Gardez en tête que la surconsommation de caféine peut être néfaste pour la gestion du stress et la consommation d'alcool en général a un impact négatif sur notre microbiote. C'est le raisin et sa fermentation qui donnent les bénéfices du vin et non le contenu en alcool. Donc, la modération est quand même importante. Les viandes sont particulièrement déficientes en fibres alimentaires. Si vous désirez manger des viandes pour leur apport en protéines, il est particulièrement important de compenser en les accompagnant de grandes concentrations de fibres. Au moins la moitié de notre assiette devrait contenir des aliments riches en fibres, même 2/3 serait préférable. Il est recommandé de manger au moins 2 fruits par jour et 5 portions de légumes. S'il manque de fibres, la composition du microbiote change et devient moins bénéfique pour nous.
Les micro-organismes pathogènes ont alors tendance à attaquer les parois intestinales pour obtenir de la nourriture et la rendre plus perméable aux molécules et aux agents pathogènes. Il a été démontré qu'une alimentation riche en gras saturés et viande augmente la présence de molécules associées à l'inflammation dans la circulation sanguine ainsi qu'au cerveau. Une alimentation élevée en aliments transformés contient une combinaison de gras saturés, sucres raffinés et additifs, tout en étant faibles en fibres. Ils sont donc particulièrement nuisibles à plusieurs niveaux et devraient être évités. Les aliments riches en sucres raffinés ont un impact très négatif sur le microbiome en favorisant la croissance de bactéries nuisibles et peut conduire à une augmentation de la production de métabolites non souhaités. Des études effectuées chez les animaux démontrent qu'une alimentation riche en édulcorants, aspartame, sucralose, sucre-alcool serait associée à une modification du microbiote intestinal. Est-ce la même chose sur l'humain? C'est encore à découvrir. Cependant, d'un autre côté, ces substances, même s'ils ont pour but de remplacer les sucres, ils augmentent l'envie de consommer des aliments sucrés et sont souvent présents dans des aliments peu nutritifs. Il augmente également les risques de cancer. Donc, d'une façon ou d'une autre, il devrait être éliminé de notre alimentation. Attention à la prise d'antibiotiques car non seulement ils éliminent les bactéries nuisibles, mais ils éliminent également une partie des bonnes bactéries dans notre corps et favorisent leur déséquilibre. Les antiviraux et les fongicides ont également un impact direct sur notre microbiote. Ici encore, la prise de probiotiques peut également aider à éviter les populations de micro-organismes nuisibles et donner une plus grande chance à notre microbiote de se rétablir. Les antiacides, le metformine pour les diabétiques, les antipsychotiques atypiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les statines pour le cholestérol, les opioïdes, les inhibiteurs calciques pour la haute pression et les problèmes de cœur, les hormones thyroïdiennes et les antimétabolites utilisés pour les traitements de cancer joueraient tous aussi un rôle dans la modification du microbiote intestinal. Il y a probablement encore plus de médicaments qui peuvent nuire à l'homéostasie de notre microbiote, mais les recherches à ce niveau ne font que commencer. Lorsque les bons micro-organismes sont éliminés, il est important de les remplacer par de bons micro-organismes avant que des agents pathogènes prennent leur place. Il est impossible d'avoir un supplément représentant la biodiversité du microbiote, mais en ajoutant de bonnes bactéries, ceci permet de garder le pH intestinal stable plus facilement et réduit les risques qu'il change suffisamment pour permettre la croissance de micro-organismes nuisibles. Lors de la prise de médicaments, il est important de bien supporter notre microbiote. L'ajout de bonnes bactéries dans notre alimentation et en supplément peut aider à minimiser les problèmes. Lors de la prise d'antibiotiques, pour ne pas nuire à leur efficacité, il est préférable de commencer la prise des probiotiques près de la fin du traitement et de laisser plusieurs heures d'écart entre la prise des antibiotiques et des probiotiques pour ne pas trop nuire à l'efficacité des antibiotiques. Voici quelques critères importants dans le choix d'un bon probiotique. Premièrement, il est important de choisir un supplément contenant des souches humaines. Elles ont alors une meilleure chance de bien s'implanter dans notre corps et ne pas simplement passer tout droit. Deuxièmement, prendre des souches qui ont été bien étudiées, car chacune peut nécessiter différents critères pour pouvoir bien résister le passage dans notre tube digestif. Il est important que le système de livraison soit adapté aux probiotiques spécifiquement dans le supplément. Par exemple, il est important de savoir si le supplément doit être pris avant ou pendant le repas et si les capsules se dissouent dans les intestins au lieu de l'estomac. Très peu de bonnes bactéries peuvent bien résister à l'acidité gastrique et se font massivement détruire si la capsule se dissout à ce niveau. Troisièmement, il est important de savoir si la quantité de bactéries dans les capsules correspondent à la quantité lors de la fabrication ou celle à la date d'expiration, car dans certains suppléments de moins bonne qualité, les bactéries ne survivent pas longtemps et par la date d'expiration, il y en a beaucoup moins que ce qui est indiqué sur la bouteille. Quatrièmement, prendre des souches qui sont plus spécialisées pour travailler sur des problèmes particuliers.
Par exemple, certaines bactéries peuvent être particulièrement utiles lors de diarrhée, alors que d'autres aident plus lors de constipation. De plus en plus de recherches sont effectuées pour isoler des souches pouvant aider dans des situations très spécifiques et nous allons de plus en plus voir apparaître des probiotiques qui vont cibler des problèmes particuliers. En général, vous pouvez espérer voir une meilleure qualité de probiotiques quand une compagnie se spécialise dans leur fabrication et qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres sortes de suppléments dans leur répertoire. Vous pouvez alors compter sur le fait qu'ils misent sur la qualité et l'efficacité de leurs suppléments si c'est leur gamme principale. Donc, les compagnies qui se spécialisent dans les probiotiques offrent habituellement des produits de plus haute gamme. Les compagnies qui vendent leurs suppléments principalement aux professionnels de la santé ont également des suppléments de plus haute gamme qui sont bien soutenus par des recherches de qualité. Donc, évitez les probiotiques de compagnies qui vendent un peu de tout et qui ne subventionnent aucune recherche. Leurs probiotiques risquent alors de ne pas être très efficaces. Cependant, il est important de garder en tête que si vos probiotiques sont pris lorsque le terrain intestinal est en déséquilibre et que le pH intestinal n'est pas au bon niveau, la prise de probiotiques risque d'être beaucoup moins efficace. Également, si ça fait longtemps que vous prenez des médicaments et que vous présentez déjà des signes de dysbiose, c'est-à-dire de déséquilibre, des agents pathogènes sont probablement bien implantés dans votre tube digestif et la prise de probiotiques risque d'être beaucoup moins efficace. Dans ces cas, il est important de rétablir le pH de notre corps pour que l'implantation des probiotiques fonctionne. Il est alors primordial d'introduire des produits lacto-fermentés dans notre routine de tous les jours. L'utilisation de bactéries lactiques dans la fermentation d'aliments a été introduite dans l'Antiquité pour aider la conservation des aliments. Cependant, au fil du temps, ils ont découvert que les bactéries agissent en digérant les sucres dans les aliments pour produire de l'acide lactique, un précurseur du butyrate, un des acides gras à chaîne courte qui a été démontré très efficace dans le rétablissement du microbiote. Comme mentionné dans le dernier épisode, le butyrate, produit de l'acide lactique, permet de rétablir le pH intestinal, ce qui stimule la croissance de bonnes bactéries et aide l'élimination des bactéries nuisibles. Les lactofermentations ont un impact plus global et à large spectre sur notre microbiote que la prise de probiotiques. Non seulement ils apportent de bonnes bactéries variées, mais contiennent également des composés bioactifs qui leur permettent de mieux s'implanter dans le système digestif et amplifient leur effet bénéfique. Il a été démontré que les aliments lactofermentés aident à rétablir l'équilibre intestinal du microbiote, améliorent l'assimilation des nutriments, réduit les gaz et ballonnements, soulage des troubles digestifs tels le syndrome du côlon irritable, réduisent l'inflammation globale du corps, stimule la production d'anticorps, aide positivement la réponse immunitaire adaptative, ce qui veut dire que le corps est mieux équipé à reconnaître et combattre des infections spécifiques déjà rencontrées. Les aliments lactofermentés ont été démontrés efficaces pour réduire les allergies alimentaires en rendant les aliments plus faciles à tolérer, aident la gestion de poids en réduisant la résistance à l'insuline, améliorent la santé mentale et aident à prévenir les maladies en général. Fait intéressant, une étude du microbiote de 160 personnes centenaires démontre une bien plus grande biodiversité dans le microbiote de ces gens que dans la population en général. Leur secret est une alimentation riche en lactofermentation. Ils sont par conséquent moins sensibles aux maladies infectieuses et aux inflammations chroniques. Les sources intéressantes de produits lactofermentés sont le yogourt, la choucroute, les légumes fermentés en général. On peut même voir des carottes fermentées, du navet fermenté. Il y a toutes sortes de fermentations qui peuvent exister. Le kéfir, le kombucha, le kimchi, le miso, le tofu, les fromages et les olives. Ici, l'on ne parle pas de yogourts commerciaux où le liquide saumâtre a été enlevé, ce qui enlève une grande partie des bénéfices.
La plupart des compagnies ajoutent également beaucoup de sucre à leurs produits, ce qui nuit à son efficacité. Il est préférable de faire votre propre yogourt pour en avoir un de qualité et réellement bénéfique pour la santé. Il est important de faire attention aux produits de soins corporels que nous utilisons car ils ont un impact sur la santé du microbiote de la peau. Les micro-organismes de la peau qui aiment l'eau et le gras vivent dans le film hydrolipidique qui recouvre la peau et forment ensemble une couche protectrice. Les glandes sudoripares jouent un rôle très important dans le maintien du pH de la peau qui doit demeurer acidique pour un bon équilibre du microbiote. Les femmes ont habituellement un pH de la peau de 5, alors que les hommes devraient avoir un pH de la peau de 4,8. La plupart des produits de soins corporels ont des agents de conservation et autres qui peuvent être très néfastes pour la santé en général, mais qui contribuent également à créer un déséquilibre au niveau du microbiote de la peau. Le microbiote est particulièrement sensible aux parabènes et au phénoxyéthanol, des produits qui détruisent autant les bonnes bactéries que les mauvaises. Utilisez plutôt des produits qui ont pour rôle de nourrir la peau et la garder en bonne santé. Il est préférable de faire attention aux produits excessivement antiseptiques et ne pas se laver excessivement. Si votre peau devient très sèche, ce n'est habituellement pas bon signe. Un lavage à la main qui cible les aisselles, l'aine et les pieds en laissant un répit au reste de la peau peut aider ici et là. Attention aux douches et aux bains très chauds car ils nuisent à la santé du microbiote. Les produits antisudorifiques utilisés sous les bras empêchent l'action des glandes sudoripares pour contrôler les odeurs, mais ils nuisent fortement au pH de la peau. Il est préférable d'utiliser des produits désodorisants qui rééquilibrent le pH de la peau, favorisant ainsi la croissance des bonnes bactéries et éliminent celles qui créent les odeurs. Le stress chronique a un effet d'entraînement biochimique qui modifie la composition du microbiote et comme le microbiote agit sur la production de neurotransmetteurs, c'est un cercle vicieux qui ne fait que maintenir le déséquilibre. Une bonne gestion de stress est donc très important pour la santé de notre microbiote. Voir l'épisode 2 pour plus d'informations à ce sujet. Un exercice modéré a un effet positif sur la composition de notre microbiote, alors que des exercices légers ou intenses ont l'effet contraire. Ceci serait principalement lié à un manque de sang au niveau intestinal, ce qu'on appelle l'ischémie intestinale, ce qui augmente l'inflammation et la perméabilité de l'intestin. Un microbiote en santé et diversifié aiderait à augmenter la masse musculaire ainsi que la motivation à s'entraîner. Certaines études démontrent que la prise de probiotiques et de prébiotiques peuvent retarder le temps de fatigue des athlètes de 16%, ce qui leur permet d'améliorer leur performance. Finalement, il a été démontré que les contaminants dans l'air et l'eau sont particulièrement nuisibles aux micro-organismes. Prendre soin de notre planète, c'est également prendre soin de notre monde microscopique qui nous habite et qui nous entoure. Pour notre santé, il est donc important d'adopter de bonnes habitudes de vie et prendre soin de notre microbiote. De petits changements graduels peuvent avoir un impact profond à long terme. Il suffit d'adopter de meilleures habitudes de vie et une alimentation plus saine et déjà vous allez voir une amélioration sur votre santé. Pour tous, il est important de commencer par introduire des aliments lactofermentés à notre alimentation et ceci de façon quotidienne. C'est un des éléments incontournables pour un microbiote en bonne santé car c'est ce qui a le plus d'effet en agissant à la base du problème. Également évaluer si vous consommez suffisamment de fibres pour garder tout ce petit monde vibrant de santé. Ensuite, prendre des probiotiques après avoir utilisé des antibiotiques ou si vous présentez des signes de dysbiose. Faire plus d'exercices et pratiquer une meilleure gestion du stress peuvent également vous aider grandement si ce sont des lacunes dans votre style de vie. Un microbiote en homéostasie est l'un des éléments pouvant avoir le plus d'impact sur notre santé en général et mérite votre attention. Note importante, toute information contenue dans ce balado ne vise pas à remplacer les recommandations de votre médecin.
Si vous avez des problèmes de santé ou prenez des médicaments, il est important de consulter votre médecin pour assurer que vous pouvez faire les modifications que vous désirez adopter sans interférer avec votre traitement médical ou les médicaments que vous prenez. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Si vous aimez mon contenu, s'il vous plaît me suivre ou abonnez-vous à la plateforme que vous utilisez. Vous pouvez également activer les notifications pour être avisé lorsque je télécharge un nouvel épisode, qui est habituellement tous les mardis en matinée, mais vu le temps des fêtes, nous allons prendre 2 semaines de congé, donc je vais télécharger le prochain épisode dans un mois. Passez un joyeux temps des fêtes!